Donc bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Donc aujourd'hui, on va commencer le cours de la conduite à tenir devant une déshydratation aiguë. Donc vous pouvez laisser vos questions en message et on va les répondre aux questions à la fin de la séance. Donc aujourd'hui, le cours, c'est la conduite à tenir devant une déshydratation aiguë. Donc le plan du cours, donc introduction, après on va faire un rappel physiologique sur le bilan hydrique, surtout au niveau de l'organisme. On va parler de la déshydratation extracellulaire avec les signes cliniques, biologiques, les étiologies et le traitement, puis la déshydratation intracellulaire, après la déshydratation globale, puis une conclusion. Donc les objectifs du cours sont de définir les troubles de l'hydratation et identifier les principes du traitement d'un trouble de l'hydratation. Donc, en introduction, les troubles hydroélectrolytiques sont fréquents, donc c'est un motif de consultation très fréquent aux urgences médicales. Donc, ça peut être une cause d'une symptomatologie clinique présentée aux urgences, comme ça peut être un facteur aggravant. Si une déshydratation s'installe chez un patient diabétique lors d'une décompensation aiguë d'un diabète, ou bien si elle s'installe chez un malade qui a une insuffisance urinalienne, ou bien une autre pathologie, donc cette déshydratation aiguë, elle va aggraver le tableau clinique de la maladie initiale. La déshydratation est un syndrome et non pas une maladie en elle-même, donc il faut chercher les autres causes qui ont causé cette déshydratation. Alors, la déshydratation correspond à une perte d'eau qui peut intéresser soit le secteur extracellulaire, c'est la déshydratation extracellulaire, ou bien le secteur intracellulaire, donc on est dans la déshydratation intracellulaire, comme elle peut intéresser les deux secteurs à la fois, extra et intracellulaire, c'est la déshydratation globale. Bien sûr, intracellulaire, c'est à l'intérieur de la cellule, extracellulaire, c'est l'interstitium et les vaisseaux, le contenu des vaisseaux. Donc, il faut savoir que le diagnostic de la déshydratation est surtout clinique. Donc, la déshydratation intracellulaire est la plus grave, vu les complications neurologiques, voilà, parce qu'il y a le retentissement neurologique, donc c'est grave, une déshydratation intracellulaire. Et le traitement est surtout symptomatique par l'apport d'eau, ainsi qu'il doit être aussi étiologique. Donc, afin de limiter la déshydratation et éviter ses récidives. Donc, on va faire un petit rappel physiologique. Donc, bien sûr, pour qu'il y ait un équilibre hydroélectrolytique, il faut que les entrées soient égales aux sorties. Donc, le bilan hydrique quotidien est de 2 à 2,5 litres par 24 heures pour un adulte. L'eau représente environ 60% du poids du corps chez un adulte. Donc, bien sûr, elle plus chez le nourrisson qui peut atteindre jusqu'à 75% du poids du corps, alors que chez le sujet obèse, donc elle diminue, voire même chez le sujet âgé aussi, ça diminue, ça représente environ 50% du poids du corps. La régulation de la balance hydrique de l'organisme est sous la dépendance des mouvements du sodium et le contrôle de l'hormone antidiurétique. Donc, on continue notre rappel. Donc, vous voyez, les apports d'eau viennent, donc, les apports d'eau journaliers ou bien quotidiens viennent de la soif, donc viennent par voie orale. Donc, ces apports d'eau viennent soit des aliments, parce qu'il y a certains aliments qui sont riches en eau, donc surtout les fruits en période d'été, ou bien aussi l'eau des boissons. Et surtout cette eau des boissons qui est ajustable et qui est en fonction de la soif. Ça, c'est pour les apports journaliers de l'eau. Donc, cette eau-là est répartie au niveau, vous voyez là le secteur extracellulaire, ça c'est le secteur vasculaire, et l'interstitium, et le secteur intracellulaire. Donc, l'eau totale de l'organisme, qui représente 60% du corps humain, est répartie comme suit. Donc, il y en a 20% de cette eau totale se retrouve au niveau du secteur extravasculaire et
Le reste se retrouve au niveau intracellulaire. Et parmi ces 20%, 5%, donc 20% c'est le 1/4. Donc de tout ce qu'il y a au niveau extracellulaire, donc parmi les 20%, donc 5%, le 1/4 se retrouve au niveau en intravasculaire, c'est la volémie efficace, tout ce qui circule dans le sang. Le reste, 15%, se retrouve au niveau de l'interstitium. Donc, l'élimination après, on a dit que l'apport, c'est un apport exogène. Il y a aussi une partie des entrées qui est le résultat du métabolisme de l'organisme, qui est environ de 600 à 800 millilitres par 24 heures. C'est le métabolisme endogène des cellules. Après les pertes, donc les pertes sont soit extra-rénales ou bien rénales. Donc, pour les pertes extra-rénales, on a des pertes insensibles qui sont le poumon ou bien par la peau. Bien sûr, les pertes du poumon, c'est environ 400 millilitres par 24 heures, voire même jusqu'à arriver à 500 millilitres par 24 heures pour le poumon, mais ça augmente chez les malades en cas d'hyperventilation. Chez les malades qui hyperventilent, donc il va perdre plus d'eau, ou bien en cas de ventilation mécanique chez les malades de réanimation ventilés de façon mécanique. Donc, bien sûr, aussi pour la peau, c'est la même chose. Donc, les pertes cutanées, donc la sueur, augmente en cas de forte température, en cas de chaleur, et en plus augmente en cas d'ergométrie élevée, donc l'humidité élevée au niveau de l'atmosphère. Alors, pour les pertes fécales, c'est maximum 100 millilitres par jour, puis la partie régulée, c'est les pertes rénales. Donc, il y a une partie qui est obligatoire chaque jour, qui est de 500 millilitres par 24 heures, pour éliminer les déchets en fonction de l'osmolarité urinaire. Et après, en fonction pour réguler, il y a augmentation des pertes rénales, donc qui peut arriver jusqu'à 2000 millilitres par jour ou bien 0,5 à 1 millilitre par kilo et par heure pour un adulte. Bien sûr, ça se fait sous le contrôle de l'hormone antidiurétique qui permet le contrôle du bilan hydrosodé. Donc, en faisant un petit rappel sur l'hormone antidiurétique, donc synthétisée au niveau de l'hypothalamus, sécrétée au niveau de l'hypophyse antérieure, par l'hypophyse antérieure, cette hormone-là, ou bien la vasopressine aussi. Donc, les stimuli de l'ADH, s'il y a une hypertonicité, donc c'est des stimuli osmotiques. Il y a des stimuli non osmotiques. Donc, les stimuli osmotiques, en cas d'hypertonicité, donc ça veut dire qu'il faut retenir de l'eau, donc il y a stimulation de l'hormone antidiurétique. Donc, l'hypotonicité va diminuer la stimulation de l'hormone antidiurétique. De même, là, pour les chemorécepteurs, en cas d'hypoxémie, des barorécepteurs en cas d'hypotension artérielle, l'hypovolémie aussi, donc je dois retenir plus de volume, donc il y a stimulation pour rétention d'eau. Donc, ainsi que d'autres stimuli non osmotiques tels que les nausées, les vomissements, les douleurs, l'alcool, les médicaments, certains médicaments. Donc maintenant, ça c'est pour le rappel physiologique. Donc on passe à la déshydratation extracellulaire. Elle survient lors de la diminution du capital sodé avec perte proportionnelle d'eau. Donc les pertes en sodium sont supérieures aux pertes d'eau. Donc on est dans une déshydratation extracellulaire. Il faut se rappeler aussi que les mouvements de l'eau entre secteurs intracellulaires et extracellulaires se font en fonction de l'osmolarité. Donc ça passe du milieu donc où l'osmolarité est élevée vers le moins l'osmolarité est basse. Donc si j'ai une déshydratation extracellulaire, donc perte d'eau de l'extracellulaire, donc ça veut dire que l'osmolarité elle est diminuée dans le secteur extravasculaire. Donc, elle suit la loi de l'osmose. Ça part de l'osmolarité élevée vers l'osmolarité la plus basse. Alors, elle survient lors d'une diminution du capital sodé avec perte proportionnelle d'eau. Donc, il y a une perte de sodium associée à une perte proportionnelle d'eau. Et quand les pertes en sodium sont supérieures aux apports d'eau. Donc, même si je ramène de l'eau, mais il y a une perte aussi de sodium importante qui sera à l'origine d'une déshydratation extracellulaire.
Donc, comment elle va se manifester sur le plan clinique? Sur le plan clinique, on aura une perte de poids. Donc, à l'état normal, le bilan hydrique journalier, il est nul. Donc, les entrées sont égaux aux sorties. C'est pour ça qu'il n'y a pas de variation de poids journalière chez un sujet en bon état, donc bien sûr lorsqu'il y a un équilibre. Mais s'il s'installe une déshydratation, donc là, on va voir une perte d'eau, une perte de poids. Donc, qui peut chiffrer l'importance de la déshydratation. En fonction de cette perte de poids, on pourra évaluer la gravité de la déshydratation parce qu'on va parler s'il y a perte de 5% ou bien 10% du poids du corps. Donc, ça va nous orienter vers l'importance de cette déshydratation. Aussi, on va voir un pli cutané, surtout chez les sujets âgés, donc là, le diagnostic est difficile chez les sujets âgés, donc surtout chez les enfants. L'hypotonie des globes oculaires, l'hypotension orthostatique. Donc, en cas de déshydratation extracellulaire, il y a une absence de soif. Les veines jugulaires sont plates et la PVC est basse. Donc, pour les signes biologiques, donc bien sûr l'hémoconcentration, parce que il y a une diminution de l'eau au niveau de l'extracellulaire, donc il y aura le taux d'hématocrite qui sera élevé. Donc, il y a une élévation de l'urée, la natrémie est normale. La diurèse et la natriurèse, en fonction de la diurèse et de la natriurèse, on pourra distinguer l'étiologie de cette déshydratation extracellulaire. Et fréquemment, on retrouve une alcalose métabolique lors d'une gazométrie sanguine. Alors, pour les étiologies de la déshydratation extracellulaire, donc lorsqu'il y a une élimination urinaire importante, c'est-à-dire une diurèse osmotique avec une natriurèse supérieure à 20 millimoles par litre, si je fais un ionogramme urinaire. Les causes sont une insuffisance surrénalienne, qu'elle soit aiguë ou bien chronique. Donc, la néphropathie avec perte de sel, la levée de l'obstacle, l'utilisation de diurétiques, la polyurie osmotique et le diabète sucré parce qu'il y a une diurèse osmotique par une glucosurie importante. Donc ça, lorsque les pertes d'eau sont d'origine urinaire. Donc, il y a une perte d'eau et de sodium, mais la perte d'eau, elle est importante. Donc, pour les pertes digestives, donc souvent en cas de vomissement, s'il y a des aspirations gastriques, par exemple, chez des malades en post-opératoire de chirurgie générale, ou bien chez des malades d'urgence, lorsqu'on met des malades qui ont des pancréatites ou autres pathologies digestives, et on met une sonde nasogastrique et on la maintient en aspiration. Donc, il faut faire attention, ou il faut rapporter de la perfusion pour éviter justement la déshydratation. Donc, les pertes cutanées sont les brûlures, les sueurs profuses et les dermatoses. Alors, le traitement, c'est un traitement curatif, c'est l'apport d'eau et de sodium, soluté sodé isotonique par voie IV, donc soluté isotonique par voie IV. Aussi, on va utiliser des macromolécules en cas d'hypovolémie, bien sûr s'il y a une hypotension artérielle, un collapsus, c'est-à-dire une baisse de la pression artérielle. Je dois rapidement assurer une volémie efficace en donnant des macromolécules, donc du plasmagel ou même du sérum salé isotonique, ça peut assurer un remplissage. La réhydratation doit être faite de façon progressive. Voilà. Le traitement est étiologique en fonction de la cause, ainsi qu'une surveillance du traitement. Bien sûr, la surveillance du traitement va poser sur la surveillance du poids du patient, parce qu'il y a eu perte de poids, la surveillance des paramètres cliniques, donc la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la tension artérielle du malade, ainsi que les paramètres biologiques qui sont la FNS. Donc, je vais vérifier le taux d'hématocrite par rapport à cette hémoconcentration et vérifier la fonction rénale et le ionogramme sanguin, bien sûr, très important. Donc, la déshydratation intracellulaire, elle résulte d'un bilan d'eau négatif, donc les pertes d'eau sont supérieures aux apports, ou bien excès d'eau par augmentation de l'osmolarité plasmatique.
Donc, augmentation de la natrémie. Donc, s'il y a une augmentation de la natrémie, donc augmentation de l'osmolarité au niveau extracellulaire, il y aura le passage d'eau de l'intracellulaire vers l'extracellulaire qui sera à l'origine d'une déshydratation intracellulaire. Donc, il y a un état d'hyperosmolarité en extracellulaire. Augmentation de l'urée, l'hyperglycémie, augmentation de la substance osmotiquement active. Donc, on aura des mouvements d'eau du milieu cellulaire vers le milieu extracellulaire. Donc, les signes cliniques, vous voyez que nous avons la soif, la sécheresse des muqueuses, hyperthermie en absence de toute infection, des signes neurologiques, tout ça, donc les signes neurologiques, surtout la somnolence, le délire, l'agitation, respiration irrégulière, convulsion, coma et maintenant sous-durale. Donc, là, des signes neurologiques parce que c'est la cellule qui souffre et les cellules neurologiques sont les plus, seront les premières à être touchées. Les troubles respiratoires, risque de bouchon muqueux et d'atéléctasie et la perte de poids. Donc, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure, s'il vous plaît. Comme ça, on répondra après aux questions. Donc, la déshydratation intracellulaire se caractérise bien sûr par une osmolarité élevée, donc une hyperosmolarité plasmatique. Et l'osmolarité plasmatique, bien sûr, elle est calculée par 2 fois la natrémie, plus la glycémie en millimol, plus l'urée. Lorsqu'elle est supérieure à 300 milliosmoles, on parle de hyperosmolarité plasmatique. Donc, les causes de la déshydratation intracellulaire sont soit une réduction de l'apport d'eau, soit une augmentation des pertes d'eau. Ces pertes urinaires se voient dans la polyurie osmotique du diabétique. Donc, par moment, ça commence par une déshydratation extracellulaire, puis, vu les concentrations qui s'installent, on va voir une déshydratation intracellulaire, reprise de la diurèse ou bien levée de l'obstacle, perfusion de mannitol, soluté hypertonique, alimentation parentérale. Si je donne des solutés hypertoniques à un patient, donc je dois faire à l'osmolarité, à la tonicité du produit que je donne, sinon je risque de créer une hyperosmolarité sanguine et ainsi une déshydratation intracellulaire. Donc l'intoxication alcoolique, la polyurie non osmotique du diabète, en cas de diabète insipide. Donc les pertes cutanées et respiratoires, donc affection fébrile chez le comateux. Alors en cas de fièvre, bien sûr, il y a d'une part une augmentation des pertes cutanées, vu la température élevée, et en plus, il y a une augmentation des pertes respiratoires, parce qu'il y a un état d'hyperventilation, ou bien si le patient est comateux et il est ventilé de façon mécanique, il y a aussi une part de la perte par la ventilation mécanique. Donc les malades trachéotomisés aussi, parce qu'il y a une augmentation, une hypersécrétion bronchique qui va s'installer et qui sera à l'origine d'une augmentation des pertes bronchiques. Ou bien le coup de chaleur, surtout en période d'été, donc là, les périodes de canicule où surtout les sujets âgés ou bien les nourrissons qui sont les plus sensibles. Et c'est important de réhydrater à chaque fois, même si on n'a pas soif. Toujours on conseille ces patients, tous les sujets doivent s'hydrater fréquemment. Donc les pertes digestives, donc bien sûr pertes digestives peuvent être diarrhée ou bien vomissement, ou bien lors d'une épuration extra-rénale aussi, lorsqu'on fait des séances d'hémodialyse. Il faut faire attention à l'hémodialysage, comment on va faire cette séance, parce que si j'utilise une soluté hypertonique, je risque cette soluté hypertonique risque d'être à l'origine d'une hypertonicité plasmatique et ainsi à l'origine d'une déshydratation intracellulaire par le passage de l'eau de l'intérieur de la cellule à l'extérieur de la cellule. Alors, le traitement repose sur l'apport d'eau. Donc, l'apport d'eau, soit par voie orale chez le sujet conscient, ou bien par voie parentérale. La quantité d'eau à perfuser, c'est en fonction du déficit hydrique. Donc, je pense que vous avez la formule du déficit hydrique.
et la correction doit être progressive. Donc, bien sûr, on va donner une eau qui doit être hypotonique. C'est pour ça qu'on va utiliser de l'eau de robinet ou bien l'eau minérale, mais avec une tonicité basse par rapport à la tonicité plasmatique pour établir la tonicité plasmatique. Donc, pour la déshydratation globale, Docteur, votre micro, docteur. est-ce que vous m'entendez maintenant? Parce qu'au début, c'est normal. Oui, oui, D'accord. Est-ce que vous avez des questions à poser? Vous avez suivi le cours, vous avez pu entendre. Oui, la déshydratation globale, donc
Donc, pour la déshydratation globale, c'est à la fois un problème intra- et extracellulaire. Donc, c'est une déshydratation extracellulaire, puis elle devient intracellulaire et c'est combiné. Donc, et là, bien sûr, il y a des signes neurologiques centraux. Il y a des signes neurologiques, les signes à la fois de la déshydratation extracellulaire, signes cliniques, en plus des signes de la déshydratation intracellulaire. Et dans le traitement, la priorité est toujours pour le cerveau, pour les signes neurologiques. Donc, en fonction de l'osmolarité du patient, je vais traiter comme une déshydratation intracellulaire et après je corrige le milieu extracellulaire de façon progressive, surtout en faisant attention à la tonicité plasmatique. D'accord, ça s'est coupé dans le traitement de la déshydratation intracellulaire. Traitement de la déshydratation intracellulaire, d'accord. Donc pour le traitement de la déshydratation intracellulaire, donc le traitement curatif, l'apport d'eau, soit par voie orale chez le patient conscient, soit par voie parentérale chez le patient inconscient. Donc je vous ai dit que je pense que vous avez la formule du déficit hydrique. C'est par la formule de ce déficit hydrique qu'on va calculer la quantité d'eau à apporter au patient. Bien sûr, une correction progressive et bien sûr, le soluté à apporter doit être de tonicité inférieure à la tonicité du plasma, étant donné que lors de la déshydratation intracellulaire, il y a une hypertonicité plasmatique. Donc, mon objectif est d'apporter soluté, apporter de l'eau, en même temps en diminuant la tonicité du plasma pour rétablir la volémie au niveau intracellulaire. Par rapport à la déshydratation globale, il y a à la fois des signes de déshydratation intra- et extracellulaire. Et pour le traitement, on commence par un traitement comme la déshydratation intracellulaire, puis je rétablis la volémie jusqu'à disparition des signes cliniques et amélioration de l'état du patient et disparition des signes de la déshydratation. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez maintenant? C'est clair pour le traitement de la déshydratation intracellulaire? Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous avez la formule du déficit hydrique? Oui, d'accord. Très bien. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'attends toujours si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît. Donc la formule du déficit hydrique, donc c'est 140 moins la natrémie corrigée sur 140 fois 0,6 fois le poids du patient. Voilà. Donc je répète, 140 moins la natrémie corrigée sur 140 fois 0,6 fois le poids du patient. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc merci à vous d'avoir assisté. J'attends vos questions quand même, il nous reste quelques minutes. Si vous avez d'autres questions. Donc j'ai vu dans vos commentaires la post-hypophyse tout à l'heure, oui, c'est
il est sécrété, il est synthétisé au niveau de l'hypothalamus et après la sécrétion se fait au niveau de la post-hypophyse. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Donc, merci à vous. Le cours est terminé, donc.